Pas ça. L'entrepreneuriat, non. C'est la magie. En tout cas, je laisse vous l'expliquer. Alors, bonjour les amis. L'entrepreneuriat, c'est le parcours du combattant. Je vous explique de manière simple. On a démarré le podcast Yes We Cam, le podcast qui vous présente un Cameroun ambitieux. Et on a posté il y a quelques jours notre épisode 0 dans lequel on a parlé à peu près de notre vision, des raisons pour lesquelles on a lancé le podcast. On a demandé l'avis et les feedbacks des auditeurs, des personnes qui nous écoutent comme vous. Il y a une remarque qui est venue de manière générale, c'était la qualité du son de la vidéo. Au début, on s'est dit qu'on pouvait tout rater sauf le son. Mais parce qu'on voulait vous offrir un travail de qualité, parce qu'on veut montrer qu'au Cameroun, on peut faire des choses de manière excellente, on a voulu apporter ce qu'il y a de mieux dans ces vidéos-là. Donc finalement, on a travaillé sur le matériel, on a travaillé sur le setup, sur les collaborateurs avec qui on bosse sur le podcast. On a loué Que vous voyez. On a loué de nouveaux micros, on a loué du matériel, des micros, des caméras. Donc vous voyez passer les images sur la droite là pendant que je parle. Au lieu de 3 heures, on a fait un tournage en 8 heures, faisant une journée. Parce qu'entre les coupures d'électricité, l'indisponibilité du matériel, on a commencé avec nos micros, les batteries qui nous lâchent et tout. Les cartes mémoire qu'on a décidé d'acheter parce que finalement il fallait des bidules, il fallait ces cartes en fait pour stocker les vidéos qu'on devait tourner et pour les raisons techniques. On a tout fait. On était tellement contents du résultat qu'on a même décidé de prendre un week-end à l'ouest du Cameroun. Là, par exemple, on est à la Villa Boutanga, pour ceux qui connaissent, pour prendre un peu de bon temps à Bangoulap. Et ce matin, celui qui est en charge de la technique sur le podcast, le réalisateur, nous fait savoir que, en fait, il y a la caméra qui faisait les gros plans, qui n'a juste pas pris. Avec le micro. Avec le micro de Ronel. Les vidéos ne sont plus utilisables. Donc là, en gros, vous allez regarder l'épisode, mais vous allez vous rendre compte qu'on est vraiment que sur des plans serrés. On s'est dit que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Parce qu'on a décidé de rester authentique, on a voulu vous montrer la réalité, le background de ce qu'on fait. Notre objectif à travers ce podcast, c'est de montrer que vous êtes tous capables de réaliser des choses, quel que soit l'endroit où vous êtes. On veut amener les jeunes Camerounais ou les Camerounais de manière générale à comprendre que c'est nous qui allons développer notre pays. Et la plupart du temps, on trouve des prétextes. Parce qu'on voit les autres qui font des choses magnifiques, excellentes, opulentes des fois. Et on se dit que ces personnes-là ont plus de résultats parce qu'elles ont plus de ressources, elles ont plus d'opportunités, plus de moyens, parce qu'elles peuvent toucher des personnes, parce qu'elles font partie de familles qui ont beaucoup d'argent. Mais en fait, elles n'ont rien de tout ça. Elles ont juste la volonté de faire les choses. C'est cette volonté qu'on veut vous faire passer à travers cette vidéo. Donc, on vous invite à regarder la vidéo. On vous invite encore une fois à faire preuve de patience. Non pas parce qu'il faille accepter une vidéo de médiocre qualité, mais parce que c'est ce parcours réel qui mène les entrepreneurs au succès. Donc, bon visionnage et on se retrouve dans les commentaires. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas content, si vous pensez qu'il y a des trucs qu'on aurait pu améliorer, n'hésitez pas. On va construire ça ensemble. Et vous voyez, c'est pas facile. Ça fait le deuxième épisode, ça monte, ça descend, mais on va y arriver. Comme tous les projets que vous allez commencer, ça va être difficile, ça va être compliqué. Nous, on va tout vous montrer. On va pas garder les trucs comme les autres font. Vous dire, ah non, c'était bon, c'était On va la perfection n'existe pas. N'hésitez pas. Donc, laissez-vous nos commentaires après. On vous laisse regarder la vidéo et n'oubliez pas, Yes We Cam. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Yes We Cam, le podcast qui vous présente le Cameroun ambitieux. Je suis Ronel Kwakeb. Et je suis Flavien Kwacha. Avant d'aller plus loin, on tient vraiment à vous excuser pour ce premier épisode où il y avait un son qui n'était pas vraiment au top. Mais on a tenu quand même à le diffuser ainsi pour que vous compreniez que on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer. Il y a une célèbre phrase de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui disait que si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu as lancé trop tard. Donc on a honte de la première version et on espère que celle-ci sera meilleure. Donc vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on a décidé de faire la dernière fois, on vous a
demandé de nous donner des questions auxquelles vous aurez aimé qu'on réponde pour cet épisode. Nous avons reçu quelques questions aujourd'hui et c'est de ça que nous allons parler. J'ai envie de revenir sur le fait qu'on ait honte. On a honte qu'il y avait quoi avant. Nous, on vous propose en fait quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas habituel dans notre environnement et on s'engage en fait à faire comprendre aux jeunes au Cameroun qu'ils peuvent réussir sur place. Donc, franchement, dans ma conception des choses, on le fait juste. Et on apprécie qu'il y ait eu quelques retours qui nous permettent de nous améliorer. Donc, aujourd'hui, on va répondre aux questions, mais aussi, je veux attirer votre attention parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a de nombreuses personnes qui ont du mal à venir poser des questions lorsqu'on leur demande, dans le but d'en faire profiter la majorité, la communauté, mais qui sont nombreuses dans nos WhatsApp à nous poser plein de questions. Franchement, moi j'appelle ça l'esprit de pauvreté. Et il faut qu'on commence à sortir cet esprit de pauvreté de notre esprit, de ne pas vouloir participer quand il s'agit de créer un esprit de réussite collective, mais après, venir fatiguer les gens sur WhatsApp à redire les mêmes choses. Donc l'objectif de ce podcast, c'est aussi de répondre à ces questions pour tout le monde afin qu'on réussisse en nombre. Pas qu'on réussisse individuellement, comme on a eu l'habitude de le faire. J'ai lu il y a quelques années un article de scientifique qui expliquait que en fait, le progrès dans le monde suit une courbe qui a été bien déterminée. Plus la connaissance est partagée et plus vite on évolue. C'est-à-dire qu'on est capable de répertorier les pics de progrès avec par exemple l'invention de l'écriture, l'invention de la machine à imprimer, l'invention d'Internet, toutes ces choses-là qui ont permis aux gens d'être de plus en plus proches, qui ont permis au savoir d'être de plus en plus éprouvé, de plus en plus partagé, ont permis aussi au monde d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et j'ai l'impression que nous, en Afrique, on a encore ce petit problème-là. On connaît des choses, on a des questions, on a des informations, des connaissances, et on ne les partage pas assez. Je prends souvent un exemple pour l'illustrer, où je dis, il y a de cela quelques années, il y a, je sais pas, on va dire 20, 30, voire peut-être 50, 60 ans au Cameroun, si tu étais à Bana, par exemple, et que tu voulais avoir la définition, la capitale de, je sais pas moi, de l'Indonésie, tu devais aller à Bafan, à la bibliothèque municipale, chercher un atlas. S'il n'y a pas d'atlas, le bibliothécaire, il allait envoyer l'information à Douala. À Douala, le bibliothécaire de la bibliothèque municipale allait chercher dans l'atlas, la capitale de l'Indonésie. Il allait renvoyer l'information à Bafan quelques semaines plus tard. Et toi, le jour où tu auras eu encore un peu de moyens, tu seras allé à Bana, à Bafan, pour prendre de l'information. Et si par exemple tu étais instituteur et que tu donnais l'information à tes élèves, ça allait prendre 2-3 mois. Aujourd'hui, en une fraction de seconde, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'information est disponible et elle est partagée. Et j'invite vraiment nos frères à partager l'information. Quand on vous demande de poser vos questions, on sait que vous avez des questions, vous nous les posez en commentaire, vous nous les posez en inbox, posez-les, envoyez vos questions dans les formulaires. Ça nous permet à nous de réfléchir à ce qu'on va dire et ça vous permet à vous et à d'autres personnes d'avoir de nouvelles perspectives. Donc c'était un peu un coup de gueule par rapport à ça. Et surtout, je ne sais pas pour toi Flavien, les personnes les plus proches sont les personnes qui n'ont pas posé des questions du tout. C'est clair. C'est vrai que j'ai fait ce constat aussi, mais j'ai eu l'habitude dans mon parcours entrepreneurial de comprendre que les gens t'applaudissent tard. Ouais. Les plus proches, encore plus que les autres, ils t'applaudissent tard. Et ça s'explique, hein, dans nos sagesses ancestrales, on dit que les personnes qui t'ont vu nu ne changent pas facilement leur façon de te voir. Donc, elles ne réalisent juste pas que le temps passe, les choses changent et que tu es une personne différente. Donc, continuez, ceux qui comprennent, continuez d'être qui vous êtes, parce que c'est finalement ensemble qu'on arrivera à atteindre ces objectifs-là. Alors, sans plus tarder, on va passer aux questions. Bon, je pose des questions, tu réponds le premier et après, si j'ai un truc à rajouter, je rajoute. Ça marche? Ça marche. La première question nous revient d'Henri. À partir de combien de temps tu as commencé à vivre d'un salaire que tu te paies de ton business après son lancement? Alors, à partir de combien de temps j'ai commencé à me donner un salaire en tant qu'entrepreneur? C'est entre la 3e et la 4e année, disons vers la fin de la 3e année, parce qu'au début, on a quand même eu la phase de bastonnade où on n'avait pas de structure. On piochait un peu dans la caisse de l'entreprise de temps en temps pour vivre. C'est pour ça que je dis souvent aux entrepreneurs qu'il ne faut pas avoir honte de là où on se trouve, mais il faut avoir honte si on ne cherche pas à évoluer. Il faut avoir honte si on ne cherche pas à avancer, à changer, à améliorer. Voilà. Parce qu'on peut changer pour pire. Donc,
Et quand je dis que j'ai commencé à me donner un salaire à ce moment-là, ce n'était pas des montants énormes. Hein. Franchement, on a commencé à 100 000, après on a évolué, après 200, 250, après on est monté un peu plus haut. Bon, je ne vais pas vous dire combien j'ai maintenant. Je sais qu'il y en a qui attendaient peut-être le montant, mais vous allez continuer d'écouter le podcast et peut-être qu'un jour je vous le dirai. Mais voilà, c'est entre 3 et 4 ans. Après, quelque chose qui a été intéressant, c'est peut-être pas dans le cadre de la question, mais quelque chose qui a été intéressant pour moi aussi en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment d'arriver à créer des petits trucs qui te donnent 5 francs tous les jours. Parce qu'en tant que promoteur d'entreprise, on a toujours tendance à vouloir recevoir des gros montants, recevoir des grosses sommes pour pouvoir vivre de manière décente ou vivre de manière opulente. Parce que le monde d'Instagram d'aujourd'hui, là, ça ne laisse personne. Les gens veulent tous montrer que, gars, ça donne même quand ça ne donne pas. Mais avoir le minimum chaque jour, c'est plus important que toucher des millions de manière ponctuelle et tous les 2 ans. Donc, vraiment, il faut penser à ça aussi. Et je crois que c'est une des choses qui, sur ces dernières années, m'a énormément aidé dans la mesure où j'ai compris qu'il fallait créer des sources de revenus récurrents pour pouvoir maintenir mon train de vie et finalement réfléchir. Parce que quand tu sais pas ce que tu vas manger demain, tu ne peux pas réfléchir. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est une question vraiment intéressante. Et moi c'est pareil, on va dire à 3e, 4e année. Et le début était vrai. Le début, bon, de tous les trucs que j'ai pu lancer, le début était vraiment difficile. Je me rappelle, on a un projet qu'on a lancé où on faisait à peine 60 000 de chiffre d'affaires par mois. Donc, ce 100 000 de chiffre d'affaires par mois, j'imagine que sortir même la marge, déjà, c'est un problème, quoi. Donc, je pense que ça prend, comme tu as dit, 3, 4 ans pour essayer de commencer à se dire, ok, on peut avoir un petit salaire et tout. Souvent plus en fonction de la taille du projet, en fonction du type d'activité. Par contre, ce que tu as dit par rapport aux petits revenus de tous les jours là, ça c'est vraiment le conseil que je donne aux gens de plus en plus. Et c'est l'une de mes plus grosses erreurs dans l'entrepreneuriat, c'est de m'être lancé en ayant négligé ces petits aspects de tous les jours là en fait. Moi je me dis souvent que si dès le départ j'avais même mis seulement les motos dehors, une petite moto dehors, un petit truc qui te rapporte 1000 francs, 2000 par jour, ça aurait été beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Parce que tu as ton projet auquel tu crois, tu aimerais faire les choses bien, mais n'avance pas forcément au rythme que tu aimerais. Et entre temps, il faut que tu as des responsabilités, tu as des charges, il faut que tu manges. Quand tu ne manges pas, c'est dur de réfléchir. Et quand tu n'as pas ces petites entrées au poteau là, ça devient très compliqué. Et je me dis même que c'est même peut-être la raison pour laquelle nos patins milliardaires là, ils disent souvent qu'ils ont commencé à vendre des arachides, quoi. Peut-être c'est une façon de nous dire que ils ont commencé en mettant des petits business qui ont permis de financer le coût de vie pendant qu'ils travaillaient sur leur vrai empire. En tout cas, ils viendront nous dire ça eux-mêmes. Ouais, ils viendront nous le dire. Donc, pour la question, quand tu as 3-4 ans, souvent plus, en fonction des projets, et bon, quand tu as un salaire avant, tu peux te poser des questions. Hein. Je pense qu'il peut y avoir des domaines dans lesquels les gens ont des salaires avant, mais c'est rare. Et puis, une erreur qu'il ne faut pas commettre, une erreur que moi j'ai commise au départ, c'est d'employer des personnes qui ne sont là que pour l'argent. Parce qu'on parle là de se payer un salaire, mais avant de te payer un salaire, il faut payer un salaire régulier à tes collaborateurs. Il y a ça aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles on crée ce podcast-là, pour vraiment changer la façon de penser des gens. On ne peut pas arriver à créer des entreprises solides si autour de nous, on n'a que des gens qui travaillent uniquement pour de l'argent. Il faut avoir les collaborateurs qui épousent la mission de l'entreprise parce que sur le plan financier, ça te rend les choses un peu moins difficiles aussi. Avant que tu n'arrives à te donner un salaire, il faut déjà donner un salaire à tes collaborateurs. Et parfois, pour que tu donnes un salaire de manière régulière à tes collaborateurs, ils doivent avoir la motivation suffisante pour travailler afin que l'entreprise génère ce salaire. C'est vraiment c'est comme la poule et l'œuf qui vient avant l'autre. Il faut le travail pour obtenir le salaire. Mais si tu as des collaborateurs qui pensent qu'il faut le salaire pour avoir le travail, mon cher, tu ne vas jamais y arriver. Donc là, on parle de leur salaire, on ne parle même pas encore du tien. Donc franchement, je te souhaite bonne chance si tu es dans ce cas. La deuxième question nous vient de Christian Maël. J'aimerais savoir les différentes thématiques qui vont être abordées ultérieurement et aussi savoir comment faire pour participer.
En termes de thématiques, on va tourner autour de l'entrepreneuriat, des opportunités, bien sûr du financement, des ressources. On partagera ou on interrogera des experts sur des sujets bien précis. Ça pourrait également être des réponses à des questions comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, le podcast, il est pour vous. Ne restez pas à attendre ou savoir, ou chercher à savoir si ça va vous ressembler. Participez à construire le podcast que vous voulez en fait qu'on vous propose. Donc finalement, n'hésite pas, Christian Maël, à commenter, à donner ton avis, à nous dire si ce qu'on fait jusque-là t'intéresse et à t'abonner bien entendu non seulement sur la chaîne YouTube, sur les différents comptes que nous allons créer afin de rester informé de notre actualité. Mais en gros, c'est vraiment l'entrepreneuriat, des opportunités et tout ce qui se passe autour du Cameroun. À côté de ça, on ne manquera pas de parler aussi de la grande actualité, de tous ces gens qui pensent que pour réussir, il faut aller au Canada. De temps en temps, on va un peu les tacler parce qu'on pense fermement qu'il y a moyen de faire des choses au Cameroun. Il y a de très belles choses qui sont faites au Cameroun. Et on va justement challenger tous ces gars-là qui veulent nous faire croire qu'on ne peut pas réussir au Cameroun. Donc on va parler un peu de tout ça, du Cameroun ambitieux, on va présenter les gens qui font des choses et on va aussi biaiser le narratif avec tout ce on peut entendre sur Internet avec ces réussites de l'extérieur. Et pour participer, c'est simple, hein, comme tu l'as fait, tu envoies une question, on va laisser un lien permanent pour recevoir toutes vos questions. Et si tu parlais de venir sur le podcast, bah, c'est aussi simple que ça, tu nous contactes, si tu as une histoire à raconter, si tu connais quelqu'un d'autre qui aimerait passer, n'hésite pas. On verra ensemble comment organiser ça. Troisième question qui nous vient de Jules. Ta question. Alors, selon vous, peut-on entreprendre depuis l'extérieur, États-Unis, Europe, Asie, tout en y vivant et avoir un réel impact en Afrique? Entreprendre, c'est apporter des solutions à des personnes. Le meilleur moyen de créer une entreprise qui dure, c'est de changer la vie des gens. Si moi je dépose un plat de nourriture chez toi et que je ne mange pas, je t'invite à manger, tu manges. Si quelqu'un vient poser un plat de nourriture chez moi, il ne mange pas, moi je ne vais pas manger. Et je ne peux pas entreprendre pour gagner de l'argent au Cameroun et puis je vis ailleurs. Ça veut dire que je ne suis même pas dans le même bateau que mon écosystème. Dans l'entreprise, on a 3 clients. On a les premiers clients de l'entreprise, les clients internes qui sont les collaborateurs. Les collaborateurs de l'entreprise sont des clients. On n'est pas dans le même bateau que les clients. Ça veut dire qu'ils ne vont pas jouer dans notre équipe. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand j'utilise ces termes-là. Les deuxièmes clients de l'entreprise, c'est ceux qu'on appelle les clients en général. C'est les consommateurs. On n'est pas non plus dans le même bateau que ces clients-là parce qu'on ne consomme même pas notre propre produit. Si j'entreprends et que je suis en Europe ou en Amérique, ça veut dire que tout ce qui m'intéresse, c'est gagner de l'argent. Ça ne m'intéresse pas de changer la vie des gens, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est même pas un environnement dans lequel je vis. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est gagner de l'argent. Après, il y en a qui vont dire que je suis Camerounais d'origine. Aujourd'hui, je suis en Allemagne, je suis en Chine, peu importe. Et j'essaie d'apporter quelque chose au Cameroun. Mon frère, le meilleur moyen d'apporter quelque chose au Cameroun, c'est d'être là. Si aujourd'hui, on a encore l'environnement dans lequel on est, c'est parce qu'on a des personnes qui ont pensé que faxer l'argent, quand on voit les volumes d'argent qu'on envoie par Western Union et autres là, on se demande juste comment l'Afrique n'est pas encore développée. Donc, pour moi, ça reste impossible. Et je ne suis pas surpris que beaucoup de mes amis aient ce problème. Ils te disent qu'ils sont en Europe, ils ont les entreprises au Cameroun, ils ont envoyé 200 000 euros, ils ont pris le crédit là-bas, mais l'entreprise stagne depuis 4 ans, 5 ans. Tes collaborateurs savent que vous n'êtes pas dans le même bateau. Le message que tu leur passes, c'est qu'eux aussi doivent faire leur visa pour partir. Parce que c'est d'abord ça. Qu'est-ce que les gens... Le promoteur d'une entreprise doit incarner la culture de l'entreprise. Je ne peux pas créer une entreprise qui fait de l'agriculture et je dis aux gens, nous on veut résoudre le problème de sécurité alimentaire au Cameroun, mais je vis au Canada. Je résous quoi? Moi quoi dedans? En fait, c'est ce que les clients vont se poser comme question. Après, c'est mon avis. Ronel, tu peux donner le tien. Avant de répondre, on va quand même faire on va être un peu transparent. Je tiens à préciser que j'ai vécu à l'étranger pendant très longtemps et je veux le préciser parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un peu hypocrite ce que je vais dire.
Mais ma réponse est non. Tout simplement, c'est non. Tu ne peux pas entreprendre en Afrique si tu n'y es pas. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas, ou bien l'entrepreneuriat, ou bien, je sais pas, construire une entreprise, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas, ce n'est même pas des idées, c'est la ressource humaine. C'est la ressource humaine. Si tu n'es pas sur place pour pouvoir développer ce qui est dans ta tête, personne ne le fera à ta place. Tu ne peux pas être, je sais pas, à New York et conduire les bus à Douala. C'est pas possible. Si tu veux conduire les bus à Douala, il faut que tu sois à Douala. Et ça se voit dans tous les pays au monde. Je pense qu'il y a que les Africains qui ont cette image-là de pouvoir être ailleurs et d'entreprendre en Afrique. Même en Afrique, où nous sommes, les étrangers qui entreprennent sur place, ils sont là. C'est-à-dire, on a tous ces Libanais là qui sont arrivés, des Grecs qui sont arrivés, il y a de cela, quoi, 50, 60 ans pour certains. Ils sont la 3e, 4e génération. Ils sont là. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'ils ont compris que personne ne peut porter ton projet comme toi. Personne ne peut porter ta vision comme toi. Elle réside dans ta tête. Et si ta tête est au Canada, entreprends au Canada. Et un impact au Canada, c'est fabuleux. Mais si tu veux avoir un impact en Afrique, il faut être en Afrique. Moi, par exemple, je me rappelle quand on a lancé un de nos projets, j'étais au Cameroun pendant 6 mois. On a lancé le projet, j'étais aux manettes, j'étais au four et au moulin tous les jours. Et j'ai commencé à retourner, en France de façon périodique pour des durées d'1 mois. Et je peux vous dire que sur le chiffre d'affaires, chaque voyage se voyait. Like, tu voyais un voyage, un voyage, un voyage. Pourquoi? Justement parce que si tu n'es pas dans le même bateau que les gens, comme disait Flavien, ils ne peuvent juste pas être aussi motivés que tu le voudrais. Ça s'appelle avoir la peau dans le jeu. Il y a justement un excellent livre de Nassim Nicolas Taleb qui en parle, la peau dans le jeu. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de se baigner dans une rivière dans laquelle tu as peur de mettre tes pieds. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je ne sais même pas pourquoi les gens ont même cet amalgame là, parce que Les gens vont continuer à discuter que non, on peut entreprendre de l'étranger. Maintenant, je ne réponds plus aux gens. Quand quelqu'un me dit qu'il peut entreprendre de l'étranger, je dis va faire, on va se revoir dans quelques années, tu vas me donner le résultat. Je pense qu'il faut juste que les gens témoignent par eux-mêmes. Parce que, je ne sais pas, nous les Africains, on a besoin de voir avec les yeux, comme on dit. donc clairement, c'est un non, c'est un gros non. Si tu veux avoir de l'impact en Afrique, la première chose à faire, c'est de plier tes bagages et de rentrer en Afrique. Et si tu es déjà en Afrique, oublie le voyage. On va passer à la 4e question de Menunga. Comment vous faites lorsqu'il y a des échecs dans vos affaires? Comment vous remontez? Qu'est-ce qui vous motive? Je pense que la première des choses à faire, c'est de retravailler son rapport à l'échec. L'échec n'est pas une fatalité. Et je discutais dernièrement avec une amie qui me disait, est-ce qu'il faut forcément échouer pour réussir? Moi, je n'ai jamais rien échoué. Je lui ai dit, si tu n'as jamais rien échoué, ça veut dire que dans ton échelle de ce que tu essaies, tu n'es même pas à 2 sur 20. Tu es dans ta zone de confort. Tu fais toujours ce dont tu es sûr que ça va marcher. Parfois, je dis aux gens que si vous voyez quelqu'un réussir une chose, c'est qu'il a échoué 100. Parfois, il ne sait même pas qu'il a échoué. Mais on réussit parce qu'on a tiré suffisamment de leçons. Le plus dur n'est pas de faire, mais c'est de se relever quand on tombe, en fait. Donc, je crois que la première des choses, c'est de travailler ton rapport à l'échec et de sortir de l'appréhension que les gens ont aujourd'hui. Moi, je dis le monde d'Instagram, où tout doit être parfait, tout doit être beau. Quand tu vas sur Instagram, tout est beau, tout est parfait. Tu déprimes parce que tu te dis que vraiment dans tout le monde entier, si Dieu m'a oublié seul. Il faut déjà que tu sortes de ça. Il faut que tu comprennes que la vie de tout le monde est comme ça, mais les gens te montrent ce qu'ils veulent. Et on ne parle pas suffisamment des échecs. C'est pour ça que dans l'épisode 0, quand on a parlé de l'échec, j'ai dit cette question me taraude particulièrement. Il faut que les gens comprennent que tout le monde échoue. Échouer, ce n'est pas grave, mais il faut se relever. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, si je fais un truc qui ne marche pas, franchement, je n'en ai rien à faire. Si ça ne fonctionne pas, je dis ça n'a pas fonctionné. Je discute avec les personnes qui sont engagées dans l'initiative, même mes actionnaires. Je leur dis que telle chose qu'on devait faire n'a pas marché. Je leur dis au plus tôt, on trouve des solutions ensemble. Donc, à chaque fois que je rencontre des échecs, je tire des leçons.
je m'assure juste que cet échec-là ne passe pas inaperçu. Il faut que je tire des leçons, que je me dise, OK, qu'est-ce qui a été mal fait? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait? Comment faire pour éviter cet échec la prochaine fois? Et même si prochainement je reviens à un autre échec et que j'ai une meilleure réponse à l'échec ou une meilleure prévention, pour moi, j'ai réussi. Les gens de l'extérieur vont appeler ça échec, mais sur la base du contexte dans lequel je suis, je ne vais pas appeler ça un échec. Donc, pour moi, il y a ces deux choses-là. Premièrement, quel est ton rapport à l'échec? Deuxièmement, comment est-ce que tu réagis face à l'échec? Si tu as ces deux éléments, voilà, les échecs ne vont être que des tremplins pour aller plus loin. J'ai lu un truc dernièrement qui m'a beaucoup plu. C'était une métaphore où la personne expliquait qu'en fait, si tu veux courir un marathon, tu veux faire un sprint, tu veux porter le fer, je sais pas, si tu veux faire du sport, tu vas transpirer. Et tu ne peux juste pas réussir à courir ton marathon ou bien réussir à faire ton exercice physique sans transpirer. L'échec, c'est pareil. Si tu veux réussir, tu vas échouer. Quand je suis vraiment démotivé, je pleure s'il le faut, mais je n'abandonne pas. C'est comme ça que je réagis devant l'échec. Et qu'est-ce qui me motive? C'est mon ambition, quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Moi, ce qui me motive, c'est les petits changements que je vois s'opérer tous les jours. De nature, je suis assez patient. Et j'ai constaté que c'est quelque chose, c'est une qualité que très peu de personnes ont à notre époque. On veut tout faire le même jour, le buzz. Et je dis ça à de nombreux collaborateurs qui sont entre la vingtaine, entre 20 et 30 ans autour de moi. Ils sont vraiment dans une génération où on veut réussir demain, on veut montrer aux gens que... Je leur dis que quand tu réussis, ça montre aux gens seuls. Tu n'as pas besoin de parler. Donc, moi, je suis motivé par ces petits changements-là qui s'opèrent autour de moi et qui font qu'à un moment donné, je rencontre des gens qui me disent « Flavien, tu n'es juste plus la même personne. » Donc, ça, c'est une réussite à la fois savoureuse et noble. On va passer à la 5e question de Bertrand. Bon, c'est 2 questions. Qu'est-ce que vous avez au programme comme contenu sur les chaînes de valeur locale? Et la deuxième, c'est, vous avez déjà une idée du pourcentage que vous avez dédié à l'agro-business? C'est vrai que je suis entrepreneur dans le secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire, mais on n'a pas spécialement créé le podcast pour parler d'agro-business. Donc, on n'a pas un pourcentage, enfin, Ronel, tu vas confirmer, hein, mais on n'a pas un pourcentage de sujets relatifs à l'agro-business. Nous, on présente un Cameroun ambitieux dans tous les secteurs d'activité, pour toutes les catégories de personnes qu'on peut retrouver au Cameroun. Donc, on parlera souvent d'agro-business, mais pas forcément en voulant lui donner une certaine représentativité. Après, il reste nos comptes personnels pour discuter de tels sujets. En ce qui concerne les chaînes de valeur agricole, effectivement, les chaînes de valeur locale, voilà, c'est la même chose. Il pourrait arriver qu'on en parle si à un moment donné, ça nous permet de rentrer dans ce cercle ambitieux pour le Cameroun. Mais voilà, c'est pas comme si c'est une thématique sur laquelle on se focalise complètement. Comme tu as dit justement, il n'y a pas de pourcentage, que ce soit pour l'agro-business ou autre chose. On va juste essayer de présenter le Cameroun du mieux qu'on le peut. Par contre, pour les chaînes de valeur locale, on va essayer justement de fouiller. Là, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, je parle souvent de ce problème du bois comme au Cameroun. Là. Avec le bois, on a des menuisiers qui travaillent avec du bois qui n'est pas sec. Et je me suis rendu compte qu'il y a un vrai problème derrière. Et je suppose qu'il y a plein de petits problèmes comme ça là, qu'on va découvrir au fur et à mesure. On va en parler. Le but, c'est vraiment de pouvoir parler de tout ce qui pourrait rendre le Cameroun meilleur, de tout ce qui se fait qu'on ne voit pas déjà, et de tout ce qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas. Je pense que ce cas est rencontré par de nombreux jeunes au Cameroun. Il y a pas mal d'éléments sur lesquels je relativise. Hein. Quand Julian parle d'avoir une... Il a dit qu'il a une licence, c'est ça? Il a un master. Il a un master. Il est compétent, c'est ça. La compétence, dans notre environnement, là, je relativise. Parce que le diplôme, c'est une présomption de connaissance et de compétence. Ce n'est pas forcément une compétence. Et ce que je dis à de nombreux jeunes, je vais prendre des exemples vraiment clairs pour que les gens comprennent. Rouler en Range Rover à 30 ans, ce n'est pas la norme. C'est l'exception. Mais on a réussi dans notre environnement à convaincre les jeunes qu'on doit tous rouler en Range Rover à 30 ans, à 40 ans.
beaucoup de jeunes pensent qu'ils sont en retard dans leur vie. Moi, j'ai discuté avec un jeune récemment qui me disait qu'il est en retard dans sa vie. Je lui demande son âge. Il me donne son âge. Il n'a même pas 30 ans. Il dit, mais tu es en retard sur la base de quoi? C'est vrai que on aimerait à 20 ans, à 25 ans, être à un certain niveau. Mais le principal conseil que je te donne à toi, Juliane, c'est vraiment d'acquérir de plus en plus d'expérience là où tu es. C'est vrai que c'est difficile, hein, et je ne veux vraiment pas donner l'impression ici que je justifie les dirigeants qu'on a ou l'écosystème dans lequel on est. Ils pourraient être meilleurs, et c'est à nous de faire qu'ils soient meilleurs. Mais si on décide tous de partir, on n'aura jamais cet écosystème. Parce que nos enfants, demain, ils demanderont où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce que leurs parents sont nés, quel est leur pays d'origine. Et même s'ils ne reviennent pas, quand ils vont mourir, moi je vois les gens, ils meurent, on vient, tu veux les enterrer ici. Je ne comprends pas pourquoi ils ne restent pas avec leur corps là où ils étaient. Bref, je pense que la première des choses que tu devrais faire, c'est acquérir de l'expérience là où tu es. Si tu fais juste ton travail, même si tu es sous-payé dans un travail, on dit souvent que l'argent appelle l'argent. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cet argent qui appelle l'argent, ce n'est pas l'argent en cash, ce n'est pas l'argent en espèces. C'est l'argent sous plusieurs formes. Ça peut être de l'argent en connaissance, ça peut être de l'argent en compétence, en savoir-faire. Est-ce que chaque fois que tu vas au travail, chaque jour quand tu arrives à ton lieu de service, tu as l'impression que tu sais un peu mieux qu'hier? Si ce n'est pas le cas, en fait, tu n'es pas au bon endroit. Il faut être en train d'acquérir de la compétence, acquérir de la connaissance, parce que c'est cette connaissance-là que tu vas transformer en argent demain. Maintenant, si tu penses que l'objectif, c'est juste de gagner de l'argent aujourd'hui et tout de suite, je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu puisses apporter quelque chose. Et si tu penses que l'écosystème n'est pas comme tu souhaiterais, parce que tu as parlé d'être sous-payé dans notre environnement. Effectivement, beaucoup de collaborateurs sont sous-payés. Moi-même, en tant que chef d'entreprise, quand je m'assois souvent, je regarde mes collaborateurs et je me dis juste que ces gars sont sous-payés. Ils devraient être mieux payés. Mais qui va faire que ça change? C'est à nous, en fait, de faire que ça change. Et encore une fois, je le répète, c'est la poule et l'œuf. Qui vient avant l'autre? Pour mieux payer les collaborateurs, il faut qu'il y ait plus de revenus dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait plus de valeur ajoutée. Mais si les collaborateurs pensent qu'il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée, avant qu'ils ne travaillent pour créer cette valeur ajoutée, est-ce que tu penses que ça va arriver un jour? Maintenant, je mets de côté les patrons véreux qui vont avoir une entreprise avec beaucoup d'argent, qui brassent énormément d'argent, mais qui ne payent pas correctement les collaborateurs. Ça aussi, ça existe. Et le conseil que je donne aux collaborateurs qui sont dans ces entreprises-là, ne changez pas. Travaillez bien. On a un environnement aussi médiocre que celui dans lequel on est parce qu'on a des patrons et des collaborateurs qui parfois n'ont pas été irréprochables et qui ont été en contact avec les bons patrons, les bons collaborateurs et qui les ont amenés à changer. Donc, vraiment, vous qui êtes les bons patrons, vous qui êtes les bons collaborateurs, ne changez pas. Il faut que les autres changent pour devenir comme nous. Parce que oui, moi, je suis un bon patron. Et ça, je le revendique clairement. Il n'y avait personne avant. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Ils l'ont construit de leurs mains. Nous sommes à un moment de notre vie où on doit le faire, nous, chez nous. Et toi, tu dis, oh, j'ai mon diplôme en logistique et ici, je ne vois pas d'opportunité, je vais partir. Je suis désolé pour toi, mais vas-y, pars. Et ne reviens jamais. Ceux qui sont là et qui ont le diplôme en logistique, le vrai diplôme, qui sont compétents, la vraie compétence, ils vont rester, ils vont travailler. Il y a tellement de problèmes ici au Cameroun. Tu penses que tu vas les résoudre? En tout cas, ce n'est pas toi. Ce sont les autres qui ont les vrais diplômes, la vraie compétence et qui vont travailler pour développer ce pays. Et tiens-toi tranquille. Dans 50 ans, 100 ans peut-être, quand le Cameroun aura atteint le niveau qu'on sait qu'il va atteindre, tes enfants, là-bas, ils vont dire, ah, ici il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Ils voudront rentrer au Cameroun. Et nous, on va fermer la porte. Donc, pour tous les autres qui se posent cette question-là, si tu es au Cameroun et que tu te rends compte que ça ne marche pas comme tu veux, cherche un moyen de résoudre le problème. Si ça ne marche pas comme tu veux, c'est peut-être parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de ça aujourd'hui. Et c'est peut-être ton problème à toi. C'est peut-être à toi de résoudre ce problème. Tu dis que tu as une licence en logistique, un master en logistique, tu voulais même faire une thèse. Ça veut dire que tu es assez intelligent pour comprendre que certains problèmes, c'est à nous de les résoudre et pas forcément aux autres. Donc franchement, pars et ne reviens plus. Bonjour, que pensez-vous du système éducatif au Cameroun? Pensez-vous qu'il prépare suffisamment les jeunes à la réalité de leur future vie, emploi, vie familiale, vie sociale?
quel conseil donnerez-vous à l'État afin d'améliorer les choses? En ce qui concerne la question de savoir ce que je pense du système éducatif au Cameroun, pour moi, il est clairement défaillant, mais on n'est plus à l'heure où il faut être en train de se plaindre. Je pense aussi que les jeunes peuvent arriver à prendre leur vie en main. Il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui ont le sens de l'initiative ou de faire les choses malgré qu'on soit dans un environnement, disons, d'une certaine façon chaotique, mais on doit dénicher au maximum ces personnes-là parce que pour arriver à changer un système éducatif, il faut un certain nombre de mesures. Ça prendra du temps. Donc, je pense qu'on doit se concentrer sur les éléments sur lesquels on peut avoir le plus d'influence et le plus rapidement possible. Est-ce que ce système éducatif permet aux jeunes de bien préparer leur vie future? Clairement, non. Est-ce que les jeunes peuvent néanmoins mieux préparer leur vie future en étant dans un système éducatif pareil? Oui. On a les maisons dans lesquelles l'éducation aussi ne se fait plus. Parce que je pense qu'on a tendance à trop donner la responsabilité de nos échecs. On parlait d'échecs tout à l'heure. Mais on a tendance à trop donner la responsabilité de nos échecs aux autres. Et je vois énormément les parents à ce moment en train de se plaindre du système éducatif alors qu'eux-mêmes ne font pas ce qu'il faut à la maison. Le conseil que je donne à tous les jeunes au Cameroun, c'est de ne pas rester à la maison. Même si vous étudiez, allez dans des entreprises, proposez vos compétences, frottez-vous au monde de l'emploi. Parce qu'en réalité, vous ne connaissez encore rien. Donc, on veut se préparer à une vie active avec laquelle on n'a jamais été en contact. C'est quand même aberrant. Moi, je pense qu'au-delà du système éducatif, il faut que les jeunes aient la capacité d'être dans l'environnement qui va les accueillir plus tard. Et ils auront plus la probabilité de chance pour qu'ils s'y adaptent ou pour qu'ils s'en sortent mieux va s'agrandir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conseiller à l'État? C'est clairement de discuter avec les parties prenantes. Parce que nous, on est clairement dans un pays où on ne discute pas avec les parties prenantes. On donne l'impression, on a une politique très bien organisée, mais à la fin de la journée, on sait bien qu'on ne discute pas avec les parties prenantes. Donc déjà, il faudrait discuter avec ces parties prenantes-là pour voir ce qu'il est capable de faire. Je ne suis pas le mieux placé aujourd'hui pour parler d'éducation. Si on veut parler d'agriculture, d'entrepreneuriat, je vais donner mon avis. Mais en termes d'éducation, je pense qu'il y a des personnes qui ont de l'expérience dans ce secteur d'activité-là et il faudrait leur donner la parole, il faudrait les écouter pour au moins voir ce qu'elles proposent et éventuellement trouver des solutions qui puissent résoudre le problème de tout le monde. Moi, je pense que... Bon, après, on va encore dire que je n'aime pas accuser l'État. Oui, le système éducatif du pays n'est pas forcément au top, mais je crois qu'il reflète tout simplement notre économie, en fait. Je pense que ce sont les hommes d'affaires, les industriels qui, par leur impulsion, créent le système éducatif. C'est-à-dire, si demain on a besoin de plus d'ingénieurs, de plus de maçons, de plus d'électriciens, ce sont les personnes qui emploient ces gens-là qui vont donner l'impulsion pour qu'on les forme. Et j'ai l'impression que nous, les patrons, les entrepreneurs, on n'a pas compris notre responsabilité en fait. Ce n'est pas à l'État de donner une direction. L'État ne va pas former des gens pour les former en fait. C'est à nous de dire à l'État, ok, on a besoin d'informaticiens, on a besoin de menuisiers, on a besoin de ci, et on ne le fait pas assez en fait. Donc le système éducatif, il est un peu défaillant, mais c'est en grande partie de notre faute en fait. Et c'est pas seulement les entrepreneurs, c'est les parents aussi. Si en tant que parent, tu te rends compte que quand tu vas au marché, le petit voisin n'est plus aussi poli qu'à l'époque. C'est à toi de faire remonter l'information pour que dans l'éducation des futures générations, qu'on mette de l'éducation civique. Si tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent les priorités en route, c'est à toi de faire remonter l'information en fait. Donc oui, le système éducatif ne nous prépare pas à la vie future, mais c'est un peu de notre faute. C'est parce que les personnes les plus âgées ne prennent pas la responsabilité pour construire le futur. Nos parents, ils n'avaient pas forcément besoin de l'éducation dont on a besoin aujourd'hui. Et nos enfants n'auront pas forcément besoin de l'éducation que nous avons eue. Donc c'est à nous de savoir quel sera le besoin de nos enfants et de mettre en place des processus pour pouvoir créer l'éducation idéale pour eux. Et le seul conseil que je peux donner à l'État, c'est vraiment d'inciter plus les parties prenantes, comme disait Flavien, d'inciter les entrepreneurs, les éducateurs, toutes ces personnes-là qui imaginent le monde de demain, à proposer des meilleures solutions. On va passer à la question 8, la question de Kevin. C'est intéressant les différentes personnes que vous souhaitez
je suppose que vous l'avez dit invité, M. Nana, M. Dampulo, Serena Williams. Parallèlement à ces personnes, est-il possible de cibler et d'inviter de réels jeunes entrepreneurs qui sont dans l'optique de vouloir tout lâcher pour quitter le Cameroun? Ces entrepreneurs-là, qui ont des projets promoteurs dus aux nombreuses difficultés, réfléchissent à s'expatrier. Il peut être question d'échanger avec eux, voire pour entrevoir des solutions. Les invités sur le podcast, je n'en suis pas certain, mais déjà, il faudrait, nous, on veut passer un message positif. Hein. L'idée n'est pas de venir amplifier la voix de tous ceux qui passent déjà le temps partout ailleurs, à vous dire que le Canada est bien, la France est bien, maintenant c'est le Luxembourg, oh, il y a tel couloir qui marche maintenant, c'est pas ça l'idée. Mais si on a un entrepreneur, effectivement, qui mène un projet concret, qui a des difficultés, on a tous des difficultés, hein, je veux dire. Parfois, moi, je vois les gens, mes collaborateurs, même au bureau, quelqu'un arrête sa tête, que non, j'ai un vrai problème. Après, je dis que je suis sûr que ton problème là, c'est peut-être un problème de 15 000 ou de 20 000. Ce n'est pas un vrai problème. On a tous des problèmes et c'est par échelle. Parfois, tu as un problème de 20 000, moi j'ai un problème de 200 millions, l'autre a un problème de 2 milliards et ainsi de suite. Donc, l'idée, même quand on vous parle de personnes qui ont du succès, ce n'est pas d'inviter des personnes qui n'ont pas des problèmes. On a tous des problèmes. Si Baba Danpoulou s'assoit ici, comment à nous parler de ces problèmes, je suis sûr qu'on va fuir. Mais, on va peut-être inviter des jeunes qui font des choses, qui sont capables aussi d'encourager les autres. L'idée n'est pas d'inviter un jeune qui va venir ici nous dire comment il est prêt à partir demain. Après, franchement, Ronel, on en discutera, hein, mais à quoi ça servirait? Ils sont tellement nombreux, les jeunes qui te disent qu'ils sont prêts à partir, que moi, je ne suis pas prêt à ce qu'on invite un jeune pour venir encore nous expliquer pourquoi il est prêt à partir. Nous, on veut plutôt inviter des jeunes qui viennent nous dire que malgré toutes les difficultés là, voici pourquoi je suis resté. Si on a un jeune qui a un projet prometteur et qui se pose des questions, il peut venir, on en discute. Et là, ce camp, ce n'est pas que le podcast, c'est une plateforme, il y aura plein d'activités qu'on va mettre autour. Il peut venir, on en discute, mais on ne peut pas faire du podcast, une chaîne de débat sur pourquoi partir, pourquoi rester. Nous, on sait qu'il faut rester. Celui qui veut partir, franchement, il y a plein de chaînes où il peut aller expliquer pourquoi il est parti. D'ailleurs, même, il y en a plein qui partent là et le jour au lendemain, ils lancent leur chaîne au Canada, là-bas, ils sont devenus des influenceurs. Bon, ce qui m'étonne, c'est toujours le fait qu'ils ciblent les Camerounais. Hein. Ils sont au Canada, ils pourraient cibler les Canadiens, mais ils ciblent les Camerounais. Au Cameroun, nous, sur notre podcast, on va parler de ceux qui veulent rester, de pourquoi ils sont restés et des problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. Et si une personne veut rester, il est dans le doute, on pourra en discuter off. Mais sur le podcast, non, je pense pas qu'on va faire ça. Question de Marine Inès, une question très courte. Quelles sont les clés du succès pour devenir un meilleur entrepreneur? Il y a de nombreuses clés du succès pour devenir un meilleur entrepreneur. Mais j'ai l'habitude de dire, pour être un bon entrepreneur sur son parcours, il faut 3 choses. Premièrement, la passion. Malheureusement, les gens entreprennent pour les mauvaises raisons. Et à mon sens, la passion, c'est vraiment l'élément qui te fait tenir jusqu'au jour où tu gagnes de l'argent. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait presque 4 ans sans gagner de l'argent. Je rasais les murs et moi, je dis souvent que je n'ai pas fait l'entrepreneuriat parce que j'ai manqué le travail. Hein. J'ai démissionné d'un salaire super bien payé, absurdement bien payé même, pour venir être entrepreneur. Et quand tu as connu une situation comme celle-là, à un moment donné, tu te caches même quand tu vois tes amis qui font déjà leur deuxième dalle, ils sont à l'anniversaire de leur 3e enfant, ils ont construit en ville, ils construisent au village. Tu te demandes, est-ce que je ne suis pas en retard? Mais ce qui m'a fait tenir, c'est la passion. Je savais pourquoi je le faisais. Mon why était suffisamment puissant. La deuxième chose qui fait réussir en tant qu'entrepreneur, c'est la persévérance. Si tu persévères suffisamment, tu vas absolument connaître le succès. Ce n'est plus qu'une question de temps. La troisième des choses, une fois que tu as la passion, tu as la persévérance, c'est l'humilité. Parce que l'entrepreneuriat t'amène à des endroits inaccessibles pour tellement de personnes. Tu réussiras à faire des choses que très peu de personnes dans ton environnement, à rencontrer des gens auxquels très peu de personnes ont accès. Et il faudra que tu sois humble. Pour premièrement, ne pas avoir envie, quand tu as suffisamment de pouvoir, suffisamment d'argent, suffisamment d'influence, de te venger de tout le monde, mais aussi rester toi-même. Parce que tu ne dois pas oublier que tu es arrivé là-bas parce que tu es toi. Si tu changes, c'est clair que ta trajectoire, elle va changer aussi. Donc pour moi, ces 3 choses, vraiment passion, persévérance et humilité. Après, il y en a plein d'autres en fonction du contexte et peut-être qu'on en discutera dans les prochains épisodes. Comme disait Fabien, je ne pense pas qu'il y ait une voie particulière ou bien il y a une source secrète. Je pense que chacun a ses préférences,
ce qu'il pense qui peut mener sur la voie. Moi, ce que j'aime voir chez les entrepreneurs, ce que je pense qui fait des grands entrepreneurs, premièrement, c'est le sens du service. C'est le sens du service. Si tu entreprends pour de l'argent, ça va être difficile parce que c'est pas tous les jours qu'on gagne de l'argent. Et souvent, même quand tu en gagnes, tu n'es pas accompli en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir le sens du service. Si tu entreprends, c'est parce que tu vas apporter une solution à un problème que tu as déterminé, que tu as identifié dans la société. Donc, il faut déjà avoir ce sens du service-là. Et chaque fois que tu seras sur ton parcours et que tu auras l'impression que tu peux améliorer ta solution, tu ne t'arrêteras pas. Et tu pousseras pour être un meilleur entrepreneur. Et la deuxième chose qui, selon moi, fera de toi un meilleur entrepreneur, c'est l'amour de l'apprentissage, le goût de l'apprentissage. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas rencontrer plein de challenges sur ton chemin. Et si tu n'as pas cet amour pour apprendre, tu seras vite coincé, tu seras vite découragé et tu auras un arrière-goût amer. Donc je pense que le sens du service, le goût de l'apprentissage sont des choses qui feront de toi un meilleur entrepreneur. Il y a plein d'autres qualités à avoir, mais je pense que les deux là pour moi sont des fondamentaux. On va passer à la question 10 de Sandra. Bonjour. Je pense que pour toi ça te vient. Êtes-vous marié? Êtes-vous marié? Non. Je l'ai été, je ne le suis plus. Très disponible, mais ça ne veut pas dire que le chemin est libre. Donc, avant de venir, il faut t'assurer que tu aies de quoi combattre. En même temps, tu dois savoir si là où tu viens, tu es prête. Parce que moi, j'ai l'habitude, je constate que dans notre environnement d'aujourd'hui, si Sandra pose cette question-là, c'est peut-être parce qu'elle nous trouve intéressant, attirant ou bien un bon parti d'une certaine façon. Mais j'ai fait une vidéo TikTok dans laquelle j'ai dit une fois que vous aimez toujours ce que les gens arrangent. Quand vous voyez que c'est bon là, il faut vous demander si la personne qui a arrangé, est-ce que je suis meilleur que cette personne? Donc oui, si tu es meilleur que cette personne, bah, il faut... Mes DM sont ouverts en tout cas. Ne dis pas aussi qu'il a fait un super test sur LinkedIn où il donnait les critères de sa future épouse. On va mettre le lien du test en commentaire, comme ça Sandra, tu pourras lire, te mettre à jour si possible. Alors, j'aime bien ces questions parce que tu veux déposer ta candidature pour être la deuxième femme si possible. Ça veut dire que tu comprends bien que la vie c'est la bastonnade et que si on n'a pas la chance d'être le premier, c'est pas pour autant qu'on va abandonner quoi. Non, moi je suis pas marié et je n'ai pas fait un test comme Flavien. Donc il y a plusieurs places disponibles. Ouais, on va dire ça comme ça. On va passer à la question 11 de Fessal. L'initiative Yes We Can est juste formidable dans sa vision. Merci. Ma question, serait-il possible, au-delà des grandes figures inspirantes de l'entrepreneuriat, d'inviter aussi des jeunes qui rencontrent des difficultés, mais qui osent, afin que la réalité du parcours soit partagée, loin de ce qui est le plus souvent fait? Oui, clairement, je pense que c'est justement le sujet dont on parlait tout à l'heure. Des jeunes qui osent, qui font des choses et qui veulent parler de leurs challenges, de leurs difficultés, des solutions qu'ils ont employées pour continuer de rester dans le jeu. Enfin, ils sont clairement les bienvenus sur le podcast. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire et nous nous ferons plaisir de les contacter ou de trouver le moyen d'entrer en contact avec eux. Comme on disait, c'est justement ce genre de jeunes qu'on aimerait inviter. Pas que les grands noms, aussi ces jeunes-là qui osent, qui font des choses, qui essayent d'apporter quelque chose de nouveau au Cameroun. Donc oui, ces jeunes-là seront clairement les bienvenus. On a déjà quelques noms en tête d'ailleurs. Et ce ne sera pas que des hommes, des femmes, il y aura vraiment une grande variété. Pour la question 12 de Oumarou Farik, quels sont les obstacles à l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun? Je pense que cette question a elle seule mérite tout un épisode. Parce que si on commence à parler des obstacles, franchement, il y en a tellement. Et moi, je dis toujours que chaque obstacle,
c'est une opportunité de business, que ce soit les obstacles sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan administratif, sur le plan juridique. Qu'est-ce qu'on va citer, qu'est-ce qu'on va pas citer? Moi, la seule chose que j'ai compris, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il n'y a que ton mindset qui transforme l'impossible en possible. Donc, tu dois te dire que tu es capable de résoudre tous ces problèmes-là. Tu dois te concentrer sur ce quoi tu as la maîtrise. Et franchement, les challenges de l'entrepreneuriat au Cameroun, on les touchera individuellement. On ne peut pas en parler en une seule question. Mais merci Omar pour la question. Et j'espère qu'on va rester connecté. Abonne-toi pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Comme dit Flavien, il y a tellement d'obstacles. La question, c'est quels sont pas les obstacles? Les obstacles à l'entrepreneuriat. Oui, en fait, quels sont les obstacles à l'entrepreneuriat? Oui, Oui, la question, en fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a exact. qui ne puisse pas être considéré comme un obstacle. Exactement, il y en a tellement en fait. C'est ça. Mais je pense que le plus gros de tous les obstacles, c'est notre mentalité en fait. On pense trop petit, on n'est pas assez courageux. On n'est juste pas assez courageux. Notre plus gros obstacle, c'est nous. Le plus gros obstacle à l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun, ce sont les jeunes en eux-mêmes en fait. Vous voyez, on a un pays où il y a tellement d'opportunités, tellement de choses à faire, mais tout le monde pense qu'il faut aller au Canada. Vous voyez, nous sommes nos propres obstacles. Question 13 de Wilfried Junior. Tu vas aimer la question. Hein? Comment allez-vous procéder pour allier le terroir et la diaspora en ce qui concerne le branding nation du Cameroun? Comment allier le terroir et la diaspora? Pour moi, lorsqu'on parle d'allier deux éléments, c'est pour obtenir quelque chose d'homogène. Déjà, il faudrait qu'on se comprenne. Je trouve que, moi j'ai la chance aujourd'hui parce que je voyage énormément et je rencontre les gens dans la diaspora, vraiment dans tous les pays que vous pouvez imaginer, et je sais comment ça se passe en local parce que je travaille ici, je vis ici, je côtoie tout le monde ici. Mais je trouve que dans la diaspora, premièrement, ils ne savent même plus comment est le Cameroun. Certains sont partis il y a 10 ans, ils ne réalisent pas que les choses ont changé et ils ont cet esprit un peu supérieur là, de penser que quand ils vont rentrer au Cameroun, ils seront comme Moïse, ils vont fendre la mer en deux. Les diasporiens doivent sortir, doivent oublier le syndrome de Moïse là, qui leur donne l'impression que quand ils vont arriver en Afrique, ils vont fendre la mer en deux pour que tout le monde passe. Il faut qu'on se mette dans une logique de on est ensemble pour résoudre un problème. Mais je reste encore convaincu qu'il y a très peu de personnes. Ça va peut-être blesser certains, hein, mais pour moi, il y a très peu de personnes dans la diaspora dont on a besoin. Il y a très peu de personnes dont on a besoin parce que cette condescendance qu'il y a toujours, j'ai du mal avec ceux qui sont en mode chez nous en parlant de l'Europe. En fait, c'est pas chez vous. C'est juste pas chez vous en fait. Et moi, parfois, quand je rentre au Cameroun, je croise des gens dans l'avion. J'ai un ami dernièrement qui me dit, ah vraiment, quand je partais du pays ici, il y avait même les lumières à l'aéroport. Maintenant, il n'y a même plus de lumière. Je lui dis, bro, toi, tu es ingénieur en électromécanique. Tu t'es levé, tu es parti, tu n'as donné que tu à personne pour mettre les lumières à l'aéroport. Maintenant, tu rentres, tu estimes qu'il n'y a pas de lumière. Il faut vous méfier des gens. Parce que franchement, parfois, quand vous ne faites pas certaines choses, restez juste tranquille. Laissez-nous les incompétents, les pauvres, les Africains qui ne comprennent rien à rien, qui se battre à notre niveau. Donc, je pense qu'il faut d'abord qu'on se comprenne avant d'arriver à faire les choses ensemble. En ce qui concerne le branding nation pour le Cameroun, je pense que le meilleur moyen de vendre la marque Cameroun, c'est déjà d'y croire. Et tu ne peux pas être à l'étranger et tu prétends croire au Cameroun, quoi. Si tu vis, je sais pas, à Paris ou à Montréal ou à New York, je sais pas quoi, c'est peut-être parce que tu penses que c'est l'endroit où il faut être. Donc, peut-être qu'on peut discuter avec la diaspora pour des questions secondaires, mais pour vraiment la marque Cameroun, le branding, on va laisser ça aux gens du terroir, quoi. Il n'y a que ceux qui vivent au Cameroun qui ont encore les passeports du Cameroun. Ah oui, et qui ont encore les passeports du Cameroun, c'est très important, qui peuvent vendre le Cameroun de la meilleure manière, quoi. J'ai vu il y a quelques jours une vidéo sur internet d'un personnage dont je tairai le nom qui nous expliquait avec raison comment on a une autre grande star soi-disant camerounaise qui appelait les Français à voter contre le Rassemblement national en France. Si c'est cette diaspora dont vous parlez, non merci. Comment faire pour réussir dans l'entrepreneuriat
et quels sont les challenges que vous rencontrez chaque jour? Je pense que le premier challenge, c'est d'abord le capital humain. Parce qu'aujourd'hui, on parle de... On lance ce podcast-là. Franchement, c'est pour vous, mais c'est pour nous aussi, hein, gars. Nous, on a des business à gérer, on a des machines à faire tourner. Et parfois, tu veux recruter, tu discutes avec les gens, mais tu sens que... Il y a une question que je pose automatiquement quand je recrute aujourd'hui. Est-ce que tu envisages d'aller en Occident? Pardon, si tu envisages d'aller en Occident, si ton dossier, tu attends ton dossier, papa, va. Assieds-toi à la maison, tu attends. Parce que les collaborateurs que tu formes, tu encourages, tu les mets dans la logique, dans la culture de l'entreprise, avec tous les challenges qu'on peut avoir, tu les valorises autant que tu peux avec les moyens à ta disposition. Et parfois, ils démissionnent sur WhatsApp. Tu entends qu'ils sont même déjà dans l'avion pour partir. Non, pardon, partez tôt. Donc, la ressource humaine, c'est le premier challenge. Après, on a un challenge structurel même de notre environnement parce que sur le plan administratif, il y a tellement de difficultés à avoir l'information, à faire les choses. Bon, dans le cas d'entrepreneurs comme nous qui sommes suffisamment connectés, on connaît tout le monde un peu partout, ça devient facile. Mais les entrepreneurs qui démarrent, franchement, parfois, je me demande juste comment ils arrivent à faire. C'est pour ça qu'il faut connaître des bonnes personnes. C'est pour ça qu'on lance un podcast comme celui-ci pour créer cette masse critique d'entrepreneurs qui sont capables de s'entraider et de rendre le parcours beaucoup plus facile aux autres. Après, on mentionne très souvent la question de ressources financières. Au début, ça existe, mais je pense qu'au fur et à mesure que tu avances en tant qu'entrepreneur, la ressource financière n'est plus vraiment un problème. La question est plutôt quel type d'argent tu prends pour quel type d'investissement parce que quand ce que tu fais fonctionne, l'argent vient à toi. Comme disait Flavien, le plus gros challenge, hein, pour moi, le plus gros challenge, c'est vraiment la ressource humaine. Il y a d'autres challenges derrière, mais la ressource humaine, c'est un challenge qui est tellement important qu'il ouvre tous les autres. Je n'arrive même pas à penser aux autres challenges tellement celui-là, il me prend l'esprit en fait. Je dis souvent qu'au Cameroun, on a deux catégories de personnes. On a les gars qui sont... On a deux catégories de Camerounais. On a les Camerounais qui sont partis physiquement. Les Camerounais qui sont encore là, mais qui sont partis en esprit. C'est-à-dire que tu as des gars qui sont là, mais il est comme un gars qui est en train de jouer au 2-0 au quartier en attendant que Mourinho vienne le recruter, quoi. C'est-à-dire que le gars, tout ce qu'il fait ici, c'est juste l'entraînement, il ne prend pas ça au sérieux et sa vie commence quand il sera parti. Et c'est extrêmement compliqué de construire quoi que ce soit sans ressources humaines. Dernièrement, je disais à quelqu'un que si on nous donnait même tout l'argent du Qatar ou de l'Arabie Saoudite pour construire le Cameroun, déjà faire des gratte-ciel, vraiment rendre le Cameroun comme Singapour, le problème qu'on aura, ce sera les hommes. On va chercher les maçons, on va trouver. On va chercher les ingénieurs, on va pas trouver. On va chercher les munitions, on va pas trouver. On n'aura pas assez d'hommes. Bref, le plus gros challenge qu'on a au Cameroun, c'est vraiment la ressource humaine. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que à ce jeune-là qui se posait la question de savoir s'il va rester au parti, mon gars, parlons pas. Parce que franchement, c'est déjà tellement compliqué avec les gens qui sont là, qui ne sont pas là, que si tu peux nous faire, tu peux nous rendre service en toi-même te triant, ce serait pas mal. C'est vraiment le plus gros challenge. Et c'est l'une des raisons justement pour lesquelles on a lancé ce podcast, pour faire comprendre aux jeunes que nous sommes notre meilleure chance. Nous avons la possibilité de faire les choses nous-mêmes. Mais si on ne prend pas conscience, si on ne se met pas à l'œuvre, rien ne sera fait. Ce n'est pas dans 20 ans, dans 30 ans, quand il y aura un nouveau ceci ou un nouveau cela, que les choses seront faites. Non. C'est parce qu'on aura décidé de travailler que les choses seront faites. Quels que soient les tours que vous voyez ailleurs ou bien les monuments que vous voyez dans d'autres pays, ils ont été construits par des hommes qui croyaient en ces pays-là. Et si on ne croit pas en notre pays, c'est tout bad. C'est une question pour toi, ça, Flavien. On parle du poulet. Quelle est la recette du poulet à la sauce crème et aux champignons? Écoute, je pense qu'on va mettre à Lionel le lien de notre chaîne Coco Tuto, sur laquelle on a posté une vingtaine de recettes de poulet. C'est d'abord pour nos clientes, mais derrière, ça te permet d'expérimenter quelques recettes. Je pense qu'il devrait y en avoir qui se rapprochent de ça. Moi, la sauce crème aux champignons, je pense pas que ce soit un plat camerounais, donc je sais pas la recette. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT. Et si ça t'intéresse, on va poster le lien de la réponse en description et tu pourras, ou bien toi-même, tu peux demander à ChatGPT quelle est la recette du poulet à la sauce crème et aux champignons. On a enfin la dernière question.
une question d'Adrien. Bon, c'est une question pour toi et une question pour moi. Alors, en allant sur la base de vos visions respectives, pour Flavien, quels sont les secteurs les plus faibles en entrepreneuriat au Cameroun? Les secteurs les plus faibles en entrepreneuriat au Cameroun, je ne suis pas certain de comprendre la Ou question. moins d'entrepreneurs peut-être. Je pense que ce sont les secteurs sur lesquels on ne communique pas beaucoup. Déjà, dans ma conception des choses, il y a des opportunités partout. C'est pour ça que souvent, quand j'ai un entrepreneur qui vient me voir en me disant « Dans quel secteur tu penses que je dois m'engager ?» Tu dois t'engager dans un secteur où tu penses que tu peux résoudre un problème. Soit dans un secteur où tu as des compétences, soit dans un secteur avec lequel tu as été en contact, soit dans un secteur qui fait partie de ta réalité quotidienne. Mais il y a à faire partout. Moi, je n'arrête pas de demander aux gens « Qu'est-ce qui marche ?» Qu'est-ce qui marche dans nos pays? Parce que maintenant, ma vidéo va arriver chez Madame le ministre. Elle va dire qu'il y avait quoi avant. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Rien ne marche en fait. La vérité, c'est que rien ne marche. Donc, on a à faire dans tous les domaines. Et si quelqu'un trouve qu'il y a un truc qui marche, bah, il n'a qu'à me montrer, il n'a qu'à me mentionner ça en commentaire. Et moi aussi, je vais voir. Je pense que tous les secteurs d'activité ont besoin qu'on les retouche au Cameroun. Même les secteurs dans lesquels vous avez l'impression qu'il y a des acteurs, il y a des initiatives, on a besoin qu'ils soient plus fins, plus propres, qu'ils soient excellents. Je suis élu aujourd'hui à la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des forêts. Et je vois tellement de secteurs d'activité. Dans les forêts, par exemple, où il n'y a pas d'acteurs. Dans la pêche, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans la région du littoral, ce sont les Chinois qui font la pêche? Ce sont les Chinois qui font la pêche. Pourtant, on est dans le littoral. C'est la région au Cameroun, quand on parle de pêche, qui prend de l'ascendance sur toutes les autres. Mais ce sont les Chinois qui font la pêche. Et les gens vont faire pêche industrielle à la faculté des génies industriels. Ils font pêche à l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi. Et ils partent au Canada. Et puis, on continue de demander quels sont les secteurs qui sont faibles en entrepreneuriat. Moi, franchement, je pense qu'on doit arrêter de bavarder et on doit juste faire. Parce que sur le papier, on a tout dans notre pays, mais on ne s'en sert pas. Et c'est ça qui est catastrophique. Si je peux ajouter quelque chose à cette question, ce serait... parce que je suppose que Adrien voulait certainement nous demander dans quoi il peut se lancer au Cameroun, ou est-ce qu'il y a encore de la place. Bon, comme il dit souvent, le Cameroun, c'est un pays où il n'y a pas de concurrence. Quel que soit le domaine, il y a tellement peu d'acteurs. En l'occurrence, dans certains pays, quand vous entrez dans un supermarché, vous avez quoi? Au rayon haut, vous avez une trentaine, une cinquantaine de marques d'eau minérale. Chez nous au Cameroun, on doit avoir quoi? 3, 4 dans tout le pays, de marques d'eau minérale. Et c'est pareil dans à peu près tous les domaines, quoi. Donc, tous les secteurs au Cameroun sont extrêmement faibles en entrepreneuriat. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une éducation, on a un système éducatif qui n'est pas assez poussé. Parce qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs qui feraient le travail de guider le gouvernement dans les programmes nécessaires pour avoir les jeunes disponibles pour le marché du travail. Et moi, j'ai une formule par rapport à ça, à tous les gens de la diaspora qui me disent « Oh, Ronel, qu'est-ce que je peux faire au Cameroun? Qu'est-ce que je peux faire au Cameroun ?» Ma réponse est très simple. Tu prends ton billet, tu arrives au Cameroun, tu descends de l'avion, la première chose que tu vois, tu fais et tu fais bien. La première chose que tu vois, tu fais et tu fais bien. C'est tout. Pour la question qui m'était adressée, pourquoi une vision à si long terme? C'est quoi la vision sur, disons, 5 ans? Bon, je rappelle que dans l'épisode 0, j'avais dit que ma vision pour le Cameroun, c'était dans 30 ans, j'aimerais avoir un Cameroun où les jeunes sont de plus en plus décomplexés, qui puissent voyager à travers le monde sans avoir envie forcément de rester, parce que chez eux, ils ont tout ce dont ils ont besoin, que le Cameroun soit un peu comme Singapour, quoi. Je vous mets au défi de trouver les gars de Singapour dans les différents pays dans lesquels vous vivez. Ce sont les gars, ils sont chez eux parce qu'ils se suffisent, ils ont réussi à construire leur paradis. Le paradis. Donc ma vision dans 30-40 ans, c'est vraiment qu'on puisse construire ce paradis-là pour tous les Camerounais, où nous sommes chez nous, on fait des choses bien, et les autres nous envient aussi. Alors pourquoi une vision assez long terme? Déjà parce que avoir une vision assez long terme, ça me permet d'être focus. Parce que les petites visions, là, tu les atteins rapidement et après tu t'ennuies un petit peu. Et ça me permet aussi de pouvoir détailler en plusieurs étapes. En plusieurs étapes, il me faut d'abord faire ci, il me faut m'occuper de bien nourrir les populations, ce que je fais actuellement. Il faut qu'ensuite on essaye d'organiser l'agriculture derrière. Donc il y a tout ce travail-là à faire pour arriver à cette vision à long terme. C'est pour ça que j'ai mis cette vision à long terme. Mais d'ici 5 ans, ce que j'aimerais vraiment, ma vision dans 5 ans, ce serait
pour moi, personnellement, déjà, ce serait d'être installé dans mon village. Parce que c'est facile de dire aux gens, oh, arrêtez de partir à l'étranger, arrêtez de partir à l'étranger. Et il y a aussi nos villages qu'on a abandonnés. Moi, dans 5 ans, j'aimerais pouvoir être installé dans mon village, avoir mes unités de production, commencer à construire une petite vie là-bas pour montrer à la jeunesse que c'est possible, pas seulement à Douala, mais aussi dans les petites localités. Et pour le Cameroun, dans 5 ans, j'espère qu'on aura déjà des champions locaux, des petites entreprises locales qui changent la donne. Ma vision dans 5 ans, c'est vraiment qu'on ait créé des petits champions nationaux, des champions locaux, des entreprises dont les Camerounais seraient fiers, qu'on ait une nouvelle génération d'entrepreneurs qui fassent des choses intéressantes, que dans 5 ans, nos jeunes n'aient plus besoin de s'identifier forcément à Elon Musk ou à Jeff Bezos, qu'ils puissent s'identifier à des Flavien Kwacha, à des Kambi, qu'ils aient des entreprises vraiment qui aient pignon sur eux, quoi. Ça, c'est vraiment ma vision dans 5 ans pour l'entrepreneuriat au Cameroun. Tu as interagi par rapport à ça, Flavien? Pourquoi une vision aussi longue? Je dirais que il ne faut pas qu'on soit pressé en fait. Il ne faut pas qu'on ait peur, qu'on ait honte de réaliser qu'on n'est pas suffisamment avancé. Il y a tellement de choses à faire qu'on doit vendre un message honnête et sincère aux gens. Et au-delà de ça, il y a la frustration qu'à notre génération, dans les rues au Cameroun, les gens disent on est la génération sacrifiée. Mais en fait, c'est une réalité. On ne doit pas avoir peur d'accepter qu'on est une génération qui doit travailler. Dans tous les pays que vous voyez aujourd'hui, où vous avez le métro, vous avez... Moi j'étais en Chine dernièrement, j'ai jamais vu un pays aussi développé que la Chine. Jamais vu un pays aussi développé que la Chine. Tout ce que j'ai vu en Europe et en Amérique, je plie, je mets à la poubelle face à ce que j'ai vu. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui se sont décidés à travailler pour que ce pays arrive là où il est. Et on ne doit pas avoir honte d'être cette génération-là. Je suis certain que c'est le meilleur cadeau que nous puissions offrir à nos enfants aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin des 16 questions. C'était passionnant. Merci encore d'avoir posé toutes vos questions. Ça, comme on vous a dit au début, ce podcast c'est aussi pour vous. N'hésitez pas à envoyer des questions si vous en avez. On fera de temps en temps quelques épisodes comme ça où on répondra à toutes vos questions. Nous sommes une fois de plus très très reconnaissants pour tous ceux qui ont fait des feedbacks par rapport à la qualité de la vidéo précédente. On espère que cette fois-ci vous serez satisfait de cette vidéo et n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes les petites améliorations qu'on pourrait faire. Le but c'est vraiment d'essayer de s'améliorer épisode après épisode. Comme on a l'habitude de le dire, yes, we can. N'hésitez pas à liker, partager et oui, yes we can.